Qu'est-ce que le trauma par omission et qu'est-ce que le trauma amoureux? Welcome back mes belles lumières d'amour et beau retour sur cette chaîne Alice Light, les enfants de la lumière. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Alice Light, je suis fille d'une maman perverse narcissique. Et sur cette chaîne, je te parle de ce que c'est que d'être un enfant d'un parent dysfonctionnel qui a le trouble de la personnalité antisociale dit narcissique, qui est donc communément appelé le pervers narcissique en France. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo et let's go. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'une forme de traumatisme qui peut arriver quand on est un enfant, en tout cas de manière générale, qui a manqué d'affection, quand on est un enfant aussi qui a été négligé, soit émotionnellement, soit complètement négligé dans l'enfance par des comportements que je vais vous définir un peu plus précisément. So let's go! Trauma par omission, en fait, c'est quand un enfant, en tant qu'enfant, a été négligé dans ses besoins. Donc ça peut être les besoins quotidiens, donc la douche, les vêtements, la nourriture. Quand il parle, on n'écoute pas, on le rejette. Donc il y a énormément de rejets, donc blessure de rejet, bien sûr, celle-ci va s'en suivre. On ne s'occupe pas de lui, donc ça peut être des enfants qui ne sont pas emmenés chez le médecin quand il faut, ça peut être des enfants qui développent des scolioses parce qu'en fait on les fait pas dormir dans des lits ou alors ils dorment sur un bout de canapé, un bout de coussin, enfin vous voyez ce genre de négligence là qui peuvent être dues à des parents dysfonctionnels, à des parents pervers narcissiques, à tout type de parents maltraitants. Et donc les besoins de l'enfant ne sont pas du tout ni écoutés ni comblés et il se crée un manque. Il y a vraiment un manque à ce niveau-là. Donc ça, c'est une forme de maltraitance. Il y a un autre type de maltraitance qui va créer que ça peut engendrer des traumas. Et là, on va être sur les traumas par omission et d'affection. Donc c'est un enfant qui n'a jamais connu d'affection de la part de son parent. Donc c'est souvent le cas avec les parents pervers narcissiques. Les seuls moments où on connaît de l'affection, c'est de la fausse affection. C'est de l'affection par imitation, car je ne l'ai pas dit et je ferais que je fasse une vidéo spéciale, mais les dévoreurs d'âmes sont des imitateurs à la perfection. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes bien entouré, si vous sortez, je sais pas moi, d'un spectacle de l'école, vous savez, souvent dans les écoles, ils font des spectacles en fin d'année, et qu'il y a tous les parents, etc., ben, le parent dévoreur d'âme va faire semblant comment dire, de complimenter son enfant devant les autres parce qu'il y a un public, mais en réalité, il ne pense ni ce qu'il dit, et de toute façon, derrière, il peut très bien montrer absolument le contraire la seconde d'après. Donc ça, c'est très dysfonctionnel comme comportement et c'est très perturbant pour l'enfant. Et ensuite, il peut très bien avoir dit le contraire la seconde d'avant ou ensuite s'en prendre à l'enfant parce que justement il a été obligé de lui faire un compliment en public, donc pour se venger, il lui fera du mal derrière. Il y a plusieurs types de réactions que le dévoreur d'âme il va avoir pour faire du mal. Je vous rappelle qu'on est un objet, donc on n'est certainement pas là pour prendre la place, on n'a pas le droit de prendre la place. Quand on est enfant de dévoreur d'âme, ils prennent toute la place. Donc si jamais vous osez prendre la place, prendre votre place en tant qu'individu, en tant qu'être vivant, vous allez le payer très cher. Et donc, non seulement il y a de la vengeance de leur part, mais là je vais rester sur le problème principal, le manque d'affection. C'est-à-dire qu'on n'est rien pour eux, parce qu'on est traité comme des objets, je vous le rappelle. On est un objet, on est une lampe, on nous allume et on nous éteint quand bon on nous semble, on est une porte qu'on peut ouvrir et fermer. Donc non seulement il n'y a pas d'amour qui nous est donné, puisque ce sont des gens qui n'ont pas accès à l'amour, et normalement, avant cette vidéo-là, je vous ai parlé du chemin de l'âme. Donc le chemin de l'âme, c'est vraiment cette notion où en fait, ils ne sont pas en contact avec cette énergie d'amour qui est en chacun de nous, même si on est des sociopathes et des pervers narcissiques, enfin des dévoreurs d'âme. Pour les psychopathes, je me pose la question de ce qui est de leur incarnation, qu'en est-il de leur âme, qu'en est-il de leur connexion à l'énergie d'amour. Dans les articles que j'ai lus, psychopathe n'est pas connecté de la même manière que nous à la notion de peur et de moralité et d'empathie, dû au fait qu'il y a des fonctionnements au niveau de son cerveau, que ce soit de l'amygdale, du cortex préfrontal ou de l'hippocampe, qui ne sont pas du tout les mêmes en fait que nous. Il y a comme des fonctionnements dans le cerveau qui ne sont pas mis en place par son cerveau, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas du tout le même rapport à la moralité et à la peur que nous en fait.
Bref, et donc voilà, le fait d'avoir eu des manques affectifs dans l'enfance, ça peut être traumatisant. Vous imaginez vivre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec toute cette relation de parents à enfants où il n'y a aucune affection qui se fait. Parce que c'est exactement ce que l'on vit quand on est enfant de parents dévoreurs d'âme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on grandit toute notre vie avec un parent qui ne nous montre absolument pas l'amour, même si l'amour existe, il n'est ni en contact avec ça, ni ne nous le transmet. Donc pas de paroles réconfortantes, pas de paroles d'amour, pas de câlins, pas d'histoire du soir, pas d'encouragement. On n'est pas accompagné dans la personne que l'on devient. On n'est pas écouté quand on a des problèmes dans la vie. On n'est pas écouté en tant qu'enfant sur nos besoins aussi bien quotidiens, nos besoins de base, de la pyramide de Maslow. Et on n'a pas non plus aucun de nos besoins sont respectés en fait. Donc pour s'accomplir, grandir de manière équilibrée, ça devient très compliqué. Donc, qu'est-ce que ça va engendrer? Cette négligence émotionnelle va engendrer des troubles, en fait, de nos rapports affectifs avec les autres. On aura des difficultés en tant qu'enfant. Une fois que l'on grandit, que l'on devient adulte, on aura probablement des schémas dysfonctionnels d'attachement aux autres. Et donc, il existe 4 types de schémas dysfonctionnels d'attachement aux autres que je vous présenterai et qui sont souvent revenus, dont l'un me fait beaucoup penser aux fameuses histoires des flammes jumelles. Et donc, pour en venir à ce trauma, le trauma d'omission, c'est vraiment cet enfant qui devient adulte, qui n'a jamais connu cette affection de la part de ses parents. Pas de câlin, pas de bisous, on n'est pas pris dans les bras, on n'a pas de mots de tendresse, on n'est pas accompagné, personne nous fait de plaisir. Par exemple, quand on est malade, c'est limite si le parent il s'en fout pas, quoi. Et on pourrait crever, ça n'a pas d'importance. Enfin, ce sont que des événements comme ça qui, dit comme ça, paraissent pas si graves, mais en réalité, quand c'est un enfant qui le vit, que je vous rappelle, le cerveau de l'enfant n'est pas cognitivement armé pour se défendre et pour dépasser ses émotions, c'est-à-dire que l'enfant est un être émotionnel, donc oui, les gens disent qu'il fait des caprices, mais en fait, c'est pas des caprices, c'est que émotionnellement, il réagit à l'instant T, il vit dans le présent, ok, il vit constamment dans le présent, il vit avec et à travers ses émotions. Il ne sait pas réagir différemment. C'est pour ça que les parents sont là. Le trauma d'omission, c'est un enfant qui n'a pas été accueilli. Il n'a pas été accueilli dans ses émotions. On lui a interdit en fait de ressentir, d'exister, d'être. On lui a interdit d'être cet être émotionnel. On lui a interdit d'exister. On lui a interdit de parler, de ressentir, d'avoir des besoins. Il a été complètement négligé dans son quotidien, soit par des besoins réels du quotidien, type manger, boire, se vêtir, être accompagné dans ses études, dans les finances, au niveau financier, au niveau médical, etc. Soit ça, soit carrément, l'affectif. Donc, heureusement, l'une des chances qu'on a, c'est que souvent, même si on est isolé et endoctriné et aliéné par ce parent dévoreur d'âme, en général, comme ce sont des gens qui sont des prédateurs, la première proie, souvent, c'est le conjoint. Donc ça veut dire que la plupart du cas, quand même, l'autre parent est un parent sain. Ça veut pas dire que le parent sain va combler nos besoins là où on a eu des manques affectifs, mais en tout cas, ce parent sain sera présent pour nous montrer une autre voie et pour nous montrer une affection, de l'amour qu'on n'a pas de l'autre parent, parce que l'autre parent n'en donne pas, puisqu'il ne sait même pas que ça existe, puisqu'il n'est pas connecté non seulement par son cerveau, aux émotions, mais en plus parce que il a eu des traumas, parce que son enfant intérieur est coupé, enfin il est coincé quelque part et lui il est pas connecté à son enfant intérieur. Or l'enfant intérieur c'est l'émotion, l'enfant intérieur c'est l'enfant qu'on a été, donc en fait émotionnellement il est coupé et sur le plan physique, c'est-à-dire par le cerveau, et sur le plan psychologique, c'est-à-dire que au niveau des comportements, aussi bien de par les paroles qu'il aura, les actes qu'il aura, mais aussi dans sa personnalité. Donc au niveau de sa psyché, il est coupé de ça, de comportements affectifs équilibrés. Et en plus dans l'énergétique, donc son enfant intérieur et son âme sont aussi déconnectés de lui. Il est déconnecté de tout ça. En tout cas, ce sont mes théories. Si ça vous plaît pas, vous avez 1 million d'autres gens qui font des vidéos. Je vous invite à aller découvrir d'autres théories. Et si ça vous convient, c'est intéressant. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme. Parce que le corps humain n'est pas juste un être avec un cerveau et une psyché, en fait. On est beaucoup plus que ça. On est des êtres avec tout un passé inconscient. Ce passé inconscient, c'est quoi? C'est le transgénérationnel, c'est l'histoire de votre famille où il y a des schémas répétitifs qui se font, avec des non-dits répétitifs qui se font, avec aussi une âme. On a un enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est quand vous êtes adulte, votre enfant qui est encore blessé, donc d'aller le soigner, c'est important, etc., etc.
Donc voilà, donc tout cela a des conséquences d'avoir été négligé dans l'enfance physiquement mais aussi émotionnellement et sur du long terme ça peut engendrer encore du trauma et la raison pour laquelle je vous cette vidéo donc voilà, c'est un trauma mais on appelle ça omission parce qu'en fait c'est quelque chose dont on a manqué. Donc un enfant qui a manqué en fait comme ça, comment va-t-il reproduire quand il aura des enfants en fait ce schéma-là? Est-ce que lui aussi va reproduire ce manque affectif ou est-ce qu'il va être capable de le développer? Donc là c'est toute une autre histoire, c'est comment l'adulte se prend en charge pour se soigner et aller régler les déséquilibres émotionnels qu'il a en lui, les déséquilibres d'attachement émotionnel avec les gens, parce que je vous ai dit, il y a quatre types d'attachement. On n'est pas accueilli ou reçu par le parent. On apprend en fait qu'on doit cacher nos émotions, c'est terrible. Hein. On n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit d'exister, je vous l'ai dit. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de montrer quand on pleure, on n'a pas le droit de montrer quand on est triste, on n'a pas le droit de montrer quand on est en colère. Et d'ailleurs, si le parent sain a démissionné de son rôle parental, ce qui était mon cas, c'est la même chose et c'est difficile à gérer parce que le parent sain, ça dépend des parents sains, mais dans mon cas, donc là je parle pour moi, je parle pas pour les autres, dans mon cas, mon propre parent sain n'a pas été reçu par ses propres parents, donc il ne sait pas ce que c'est que de recevoir et d'accueillir les émotions de ses enfants. Donc ça n'a pas été facile pour lui. Je dis pas qu'il l'a pas fait, mais je pense qu'il l'a fait avec des difficultés et que du coup, forcément, quand on est l'enfant d'un parent qui a des difficultés à accueillir les émotions de ses enfants et d'un autre qui ne le fait jamais, oui, ça devient compliqué. Donc ça, c'est un premier signe qui fait qu'on a été négligé émotionnellement. Le deuxième signe qui fait qu'on a été négligé aussi émotionnellement, c'est aussi finalement de ne pas exister en premier, de ne pas se mettre en priorité. Et en fait, toujours mettre les autres en premier, d'ailleurs c'est le fameux syndrome du sauveur, mais nous en tant qu'enfants de dévoreurs d'âme, c'est comme si on était éduqués à ça. Les autres passent avant nous, on n'a pas le droit d'exister, mais les autres oui, les autres passent avant nous. Mais ça c'est pas normal. Un enfant ne passera jamais après les autres, je suis désolée. Même si oui, bien sûr, il faut savoir expliquer à l'enfant qu'il n'est pas tout seul, qu'il a le droit d'avoir des émotions, mais que les autres aussi ont des émotions. Vous voyez de quoi je parle, je pense. Et donc, cette notion vraiment de mettre l'autre devant en premier, c'est pas normal parce qu'en fait, on est censé apprendre l'enfant à prendre soin de lui, pas à se négliger. Or, avec un parent dévoreur d'âme, on apprend à se négliger et on met l'autre en premier. Et ça, c'est terrible. Donc les conséquences, c'est peut-être d'entendre des choses comme mais pourquoi tu pleures? Je t'interdis de pleurer, t'as pas le droit de parler, de quoi tu te plains? Enfin les phrases traditionnelles que le pervers narcissique lance, ou tais-toi ou je vais me suicider, les menaces en plus parce qu'il fait des menaces qui nous interdisent d'exister émotionnellement, c'est terrible. Donc dû à tout ça, l'enfant n'est pas accueilli est reçu dans son émotion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il les enferme en lui-même, d'accord, certes, mais aussi ça veut dire que lui-même, il va avoir des difficultés soit à s'y connecter ou potentiellement à les identifier. D'ailleurs, ça me fait penser à l'alexicémie. L'alexicémie, c'est des gens qui souffrent de cette difficulté à faire le lien entre ce qu'ils ressentent et entre leurs émotions. Moi, je vais vous dire, j'ai identifié le mot frustration, j'avais 25 ans. J'ai identifié le mot culpabilité, j'avais 29 ans. Tellement dans ma famille, on n'a pas été autorisé à ressentir, penser et nous connecter à nos émotions. Je ne sais pas si c'est de l'alexicémie, mais ce que je veux vous dire, c'est que il m'a fallu des années. En fait, non, je vais vous dire. Il m'a fallu écouter une psychologue sur Internet qui parlait des zèbres et écouter faire une formation en programme neurolinguistique pour me rendre compte que je ne connaissais pas les émotions et que je ne savais pas les identifier chez moi parce que chez les autres, il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas du tout, j'y arrive très bien. C'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai une capacité d'empathie, de compassion et de poser les mots quand les autres me parlent et c'est sans problème, vraiment. Mais alors dès qu'il s'agit d'aller dans mon intériorité, ce qu'on retrouve très souvent chez les personnes qui sont évitantes et qui ne s'intéressent pas, on dit souvent qu'est-ce que je ressens, les gens qui n'arrivent pas à répondre à cette question, ben oui, pourquoi ils n'arrivent pas à répondre à cette question? Parce qu'on ne leur a jamais permis en fait. Pourquoi on devient évitant? Parce que on n'a pas pu faire autrement, c'est un moyen de protection en fait. On n'a pas pu faire autrement. Moi, identifier mes émotions, si je pouvais les identifier mais que je ne pouvais pas les vivre, vous imaginez le paradoxe ou la souffrance? Alors je crois que quelque part, c'était peut-être plus facile de même pas m'y intéresser, de même pas comprendre que mes émotions existaient quand j'étais enfant, parce que quelque part, dans un sens, au moins je souffrais pas de pas pouvoir les exprimer, puisque je savais même pas comment elles s'appelaient. Voilà. Mais ça fait partie du fait qu'on a été négligé émotionnellement, c'est une des conséquences. Donc bien évidemment, qu'est-ce que ça engendre? Cette difficulté à répondre à la question « Qu'est-ce que je ressens ?» Si aujourd'hui vous écoutez cette vidéo et que pour vous, quand je vous demande « Qu'est-ce que je ressens ?» c'est un langage inconnu, ne vous sentez pas coupable. C'est absolument normal si vous avez vécu des événements difficiles dans votre vie ou peut-être que vous n'avez jamais eu le temps ni l'occasion tout simplement de vous y intéresser. Et c'est vrai que les livres de développement personnel aident beaucoup. Moi je sais qu'en programme neurolinguistique, on a étudié
les émotions de base, quelles elles sont, à quoi elles sont dues, etc. Donc tout de suite, ça a été plus facile. Et quand on fait des protocoles en PNL, on rentre dans le ressenti. Donc, même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se poser la question et de savoir ce qu'il ressent, ce qui est bien, c'est qu'avec l'EFT et la PNL, en fait, on peut s'y connecter en douceur, voilà, dans la tranquillité, dans la paix, sans culpabilité, dans la bienveillance. Et tout simplement, identifier quelque chose qui a toujours été là, mais qu'on n'a pas su nommer. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je vous assure, la formation, alors je vais faire de la vente, mais la formation de Paul Pironet Institut, je vous la recommande vraiment. Peut-être que je la mettrai en barre d'infos parce que moi, en tant qu'enfant qui a vécu beaucoup de traumas, donc il y en a beaucoup sur cette planète, mais par rapport à mon histoire de vie, ça m'a beaucoup aidé et je m'y attendais pas. Je me suis pas engagée dans cette formation pour ça, mais c'est ce à quoi j'ai eu accès, donc c'est très positif. Donc si un jour vous avez l'occasion ou les moyens, n'hésitez pas. Vraiment, prenez soin de vous, quelle que soit la manière dont vous avez besoin de le faire. Ça peut être juste lire un livre ou écouter un témoignage. N'hésitez pas, vous êtes la personne la plus importante de cette planète. Ne l'oubliez pas. Donc, une des choses que ça engendre, la négligence émotionnelle aussi, mais comme on a été, dans l'impossibilité de nous exprimer, on peut avoir des sortes de crises. C'est-à-dire, d'un coup, on va avoir beaucoup de colère ou de crises de colère ou de tristesse qui vont nous submerger parce que, parce qu'il faut que ça sorte. En fait, les émotions seront toujours plus fortes que nous. Donc ça peut arriver. Comme on n'a pas été accueilli dans nos émotions, qu'on n'a pas été estimé dans notre être, on n'a pas eu d'estime de la part de ce parent dévoreur d'âme, on va avoir un manque d'estime de nous. Quelque part, on va être peut-être plus exigeant envers nous-mêmes, plus critique. Moi, je trouve que ça va assez ensemble. Si on n'est pas reçu en fait dans nos émotions, on est vachement empathique dans la compassion avec les autres si on a développé ce côté-là en nous. Mais dès qu'il s'agit de nous, on n'a pas du tout le même jugement et ça peut être douloureux pour nous-mêmes puisqu'en fait, on s'apporte pas d'amour puisqu'on n'a pas connu ça par nos parents. Enfin, en tout cas, par le parent dévoreur d'âme, pardon. Donc, si le parent dévoreur d'âme ne nous a pas appris à nous estimer, à nous aimer comme un parent qui est censé le faire parce qu'un parent, c'est censé nous montrer l'amour inconditionnel et qu'on n'a pas eu cet apport-là, on est dans un manque affectif qui aura des conséquences dans nos comportements, dans nos relations amoureuses, amicales et avec les collègues. Donc ça peut être compliqué d'avoir des relations saines, mais surtout, c'est ce que je vous ai dit, ça engendre une sorte de trauma. Et en fait, quand on est en lien avec les autres, on va avoir des peurs. Au lieu d'être heureux de commencer une relation amoureuse, on va avoir des peurs ou des questionnements, des doutes, des réactions qui vont refaire surface parce qu'on est traumatisé par manque d'affection et pour nous c'est juste pas possible de vivre cette histoire alors qu'en réalité ça pourrait être une histoire merveilleuse et comme on est dans la peur d'être en lien peut-être avec les autres quelque part, donc je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais on rentre dans des schémas dysfonctionnels où au lieu de fréquenter des gens qui nous correspondent, puisque ça nous fait peur d'être en lien avec l'amour véritable, puisque c'est quelque chose dont on a manqué, qu'on ne connaît pas forcément, on risque d'être en lien avec des gens qui ne vont pas nous apporter ça, parce que comme ça, on n'est pas dans la peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un schéma dysfonctionnel, hein. Cette peur, enfin, je vous parle d'une peur, mais c'est un exemple, donc à vous de réfléchir et de voir où vous en êtes. Donc, ce que je viens de vous dire, finalement, c'est quoi? C'est le passé qui s'exprime dans le présent. Donc, c'est passé, c'est-à-dire que l'histoire qu'on a vécue pendant le laps de temps qu'on a vécu avec notre parent, du coup, dévoreur d'âme, quand on ne le fréquente plus ou quand on fréquente d'autres personnes que lui, on ne devrait pas avoir des émotions ou des idées comme ça, des sensations, des sentiments, d'être effrayé à l'idée de vivre notre histoire avec quelqu'un d'autre ou dans une relation, parce qu'on n'est pas avec un dévoreur d'âme, on est avec une personne normale. Mais c'est pas forcément ce que notre cerveau comprend. Donc là encore, c'est la mémoire traumatique qui fait surface et c'est parce qu'on a eu des traumas où on n'a pas eu d'amour. Donc quelque part, si on est dans notre blessure d'abandon et dans notre blessure de rejet, on ne veut pas vivre ça. Donc, être en lien avec une personne qui peut nous faire revivre les rejets ou les abandons qu'on a eu dans l'enfance, ou ce sentiment de ne pas être considéré, ou de ne pas être aimé en retour, comme ce fut le cas par notre parent dévoreur d'âme, oui, ça peut être vraiment violent. Et du coup, notre cerveau, si on n'a pas dépassé et travaillé dessus, il va croire qu'on peut le revivre avec une autre personne dans le cadre d'une relation amoureuse, par exemple, ou amicale. Donc on rentre de nouveau dans des craintes d'avoir quelqu'un en face de nous qui va nous faire revivre ce qu'on a vécu dans l'enfance. On peut être méfiant, donc ou alors c'est le contraire, on peut être en complète dépendance affective. Par exemple, je pense aux gens qui ont tendance à s'attacher trop vite à des personnes. Ça peut être parce ils peuvent pas vivre
seuls avec eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas appris à s'aimer. D'accord? Ça peut être un exemple des conséquences. Ou au contraire, ça peut être l'inverse. Ça peut être quelqu'un qui justement préfère être seul que de subir de nouveau la relation avec quelqu'un, une relation où il va de nouveau vivre blessure du rejet, de l'abandon, des paroles désagréables qu'on a pu entendre avec notre parent dévoreur d'âme. Donc notre rapport du monde est absolument pas dysfonctionnel, mais il est basé sur une enfance négligée. Il n'est pas basé sur une enfance stable. Donc ça change notre rapport aux autres en fait. Et oui, on peut de nouveau être dans des états d'hypervigilance quand on rentre en lien avec quelqu'un, la première fois qu'on le rencontre, qu'est-ce qu'on lui dit, on peut être anxieux, se poser beaucoup trop de questions à des étapes du couple où c'est pas le sujet, ou alors justement c'est compliqué pour nous d'être dans cette relation parce que c'est trop angoissant à cause de ce qu'on a subi dans l'enfance. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et du coup, on n'est plus trop dans le présent, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de profiter pleinement de notre relation amoureuse, comme on a des schémas dysfonctionnels d'attachement qui sont dus à des blessures dans l'enfance, qui sont dus à une enfance négligée, qui sont dus aussi à ce manque d'affection, à ce rejet de la part de notre dévoreur d'âme ou cet abandon, au fait qu'on n'a pas été reçu dans l'émotion, qu'on n'a pas été accueilli, tout ce qui s'ensuit, donc le trauma qui se met en route, on est on est déconnecté de ce qui se passe, quoi. On est dans notre pensée avec nos peurs, avec nos angoisses, avec notre hypervigilance, avec nos perturbations, avec tout ce qu'on a vécu avant, mais on n'est pas dans le présent. Dans le présent, il n'y a rien de tout ça qui se passe. C'est une forme, pas de dissociation, mais un petit peu. En tout cas, j'appelle ça comme ça, mais c'est peut-être pas le terme. J'appelle ça comme ça, mais c'est peut-être pas le bon terme. Et donc, comme d'habitude, on peut se sentir impuissant ou vraiment très fuyant à l'égard de toute relation. Donc voilà, il y a vraiment un contexte qui fait que c'est un trauma d'omission. Donc l'omission, elle est quoi? Elle est affective. On n'a pas connu ça. On n'a pas connu. Donc on va pas forcément s'exprimer. On va pas forcément dire ce qu'on ressent aux autres. On va pas forcément dire ce qu'on pense. Dire ce qu'on aime. On va pas. Si on est en couple, on va pas dire je t'aime. On va pas dire je suis heureuse que tu aies fait ça pour moi. Ou au contraire, on va pas dire écoute, j'ai pas apprécié quand il s'est passé ça. On va pas rentrer dans la communication. Et donc on va pas être créateur finalement de la relation, enfin co-créateur de la relation. Et on va rentrer dans nos peurs, dans nos schémas répétitifs, dans nos dysfonctionnements, on va répondre finalement à ce trauma qui est là, qui est en nous, qui est dû au fait qu'on nous a pas montré d'amour et qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'en fait on ne sait pas. De toute façon, une relation, ça se vit, ça peut pas se préméditer, mais comme on a vécu des choses difficiles dans l'enfance, nous, enfants de dévoreurs d'âme, on n'est pas forcément hyper équilibrés dans nos attachements. De toute façon, tous les êtres humains, c'est hyper facile d'être déséquilibrés dans nos attachements. Il suffit qu'on ait subi quelque chose d'un peu difficile et voilà, ça s'enclenche. Pas besoin d'avoir un pervers narcissique. Il n'y a pas que les enfants de dévoreurs d'âme qui ont des difficultés à établir des relations saines. Et pour autant, il y a des enfants qui ont vécu cette histoire, qui ont réussi, peut-être pas le premier amour ou le deuxième amour, peut-être au bout du 3 ou du 4e amour, avoir une relation stable. Donc ça montre bien qu'on évolue tout au long de notre vie, qu'on peut dépasser notre état d'hypervigilance, notre méfiance vis-à-vis des autres, notre anxiété, notre impuissance quand on est dans une relation, parce qu'on a peur, on se sent vulnérable, on veut pas que la personne, elle rentre en nous, ou elle ait connaissance de qui on est vraiment, parce qu'on a tellement subi de violences psychologiques par le dévoreur d'âme, qu'on peut être sur la défensive, et donc c'est pas un super mécanisme pour rentrer en lien avec quelqu'un, quoi. Si vous êtes sur la défensive, on dit qu'il y a 3 mécanismes de réaction quand on est face à quelqu'un et que ça se passe pas très bien. Il y a la fuite. Donc la fuite correspond au profil d'attachement dysfonctionnel dit évitant. Il y a l'attaque, il y a la sidération. La sidération, c'est quand on réagit plus, quoi. Donc tous ces 3 types de réactions du cerveau, de mécanismes de défense qui sont communs à tous, montrent qu'on est en conflit. Et donc on n'est pas dans l'accueil, on n'est pas dans l'équilibre, on n'est pas dans un fonctionnement équilibré. Voilà, tout simplement. Et je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est une forme de trauma qui existe. Le trauma amoureux existe vraiment. Là, je m'adresse plus aux personnes qui ont eu un conjoint ou plusieurs conjoints maltraitants.
on peut très bien avoir eu des traumas amoureux en fait. C'est pas juste, même si la personne, ça peut être juste par les paroles qu'elle a eues, les actes qu'elle a eus. C'est pas forcément parce qu'on est violé ou qu'on est frappé qu'on est dans le trauma amoureux. Ça peut être juste d'avoir vécu la relation que vous avez vécue tout simplement. Car je vous rappelle, c'est le rapport émotionnel qu'on a avec l'événement qui va déterminer le degré en fait de trauma ou le degré d'importance que vous donnez à l'événement qui va engendrer chez vous des réactions, d'accord? Et c'est ok, il n'y a pas de problème à ça, vous ne vous sentez pas coupable. Ça peut expliquer pourquoi peut-être on a tendance inconsciemment à ne pas tomber sur les bonnes personnes, parce que tomber sur la bonne personne, est-ce que ce serait pas la chose la plus difficile en soi? Quand on a eu un parent qui est censé représenter l'amour inconditionnel et qu'il a été conditionné, parce que l'amour des parents dévoreurs d'âme est conditionnel, et que c'est une personne que nous on a aimé, parce qu'en tant qu'enfant on aime nos parents, hein. C'est même si on s'en rend compte ou pas, les enfants quand ils sont petits ils ont un amour inconditionnel pour leurs parents. Du coup forcément on a eu cet amour pour quelqu'un qui nous a donné absolument pas de retour. Donc si on tombe amoureux et qu'on a cet amour inconditionnel pour une personne dont on est amoureux et qu'on est encore dans notre trauma, notre cerveau va croire qu'on va revivre cette histoire ou alors qu'il va se passer des choses et là on rentre dans l'anxiété, l'hypervigilance, etc., etc. Et du coup forcément ça devient difficile d'aller vers cette personne ou d'être en lien avec cette personne. Tout le monde ne le vit pas mais ça peut arriver, donc je voulais absolument vous parler de tout ça parce que ça peut expliquer pourquoi des fois on peut fuir l'homme de notre vie, la femme de notre vie et tomber sur des gens qui ne nous correspondent pas parce que quelque part c'est plus facile pour nous, parce que c'est ce que la plus grande peur de notre cerveau, c'est d'aller vers l'inconnu. Si nous, on n'a pas connu une réponse d'amour inconditionnel de quelqu'un qu'on aimait inconditionnellement, ça va être nouveau pour nous. Quand on est fou amoureux de quelqu'un, quand on a un coup de foudre, on est fou amoureux de quelqu'un, c'est nouveau pour nous. Donc s'il y a des grosses peurs derrière, des gros traumas, ça va venir taper nos peurs et nos traumas et notre cerveau va pas y aller. Inconsciemment, vous n'allez même pas vous en rendre compte parce que tout ça c'est inconscient. Et du coup, vous n'allez pas y aller. Du coup, vous allez peut-être tomber sur le choix numéro 2 ou 3 et possiblement c'est des gens qui vous correspondent moins. Et peut-être en début de parcours de vie, quand vous êtes jeune, 15-20 ans, ça va être des gens qui sont aussi dysfonctionnels parce que votre énergie de l'amour, comme vous êtes dans la peur inconsciente d'aller vers l'inconnu, qui vous en demande beaucoup, vous êtes dans la peur d'aimer. Or, c'est une énergie que l'on dégage et par les lois spirituelles de ce monde, les énergies que l'on dégage, on les reçoit en retour. Je vous parlerai de spiritualité, d'énergie plus tard. Donc du coup, ça peut expliquer pourquoi des fois on tombe à plusieurs reprises sur des personnes dysfonctionnelles et que du coup ça renforce en plus le trauma amoureux et qui fait qu'on a des relations qui ne nous correspondent pas pendant quelques années avec plusieurs types d'amoureux. Donc voilà mes belles lumières, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et sur ce, je vous fais plein de bisous moustachus d'amour et de lumière.